Bon, on y va. « 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Le Soroptimiste International, Club de Menton, est heureux de vous rencontrer dans le cadre de l'événement organisé par le CCAS de Roquebrune-Cap-Martin. Merci aux élus qui sont là. Solange Bernard, adjointe au CCAS de Roquebrune-Cap-Martin. Sandra Père, conseiller régional. Alors, qui sommes-nous? ONG mondiale, accréditée auprès des agences de l'ONU, union féminine interprofessionnelle, non politique, non confessionnelle, femmes au service des femmes. Soroptimiste vient du latin « femme pour le meilleur ». Depuis 102 ans, la défense des droits des femmes fait partie de nos actions. L'éducation en est souvent la base et notre cheval de bataille. Notre présidente 2023-2025, Lara Isoardo, ne pouvant être présente, vous prie de l'excuser. Je vais donc essayer de la remplacer pendant ce moment d'échange. Sylvie Vial, notre chargée de la communication, va m'aider. Les droits des femmes. Je tiens à préciser tout d'abord, nous ne sommes pas là pour faire un débat à charge ni contre les hommes, dont beaucoup d'entre eux partagent nos idées, ni contre l'État qui fait depuis des années de réels efforts en la matière. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder le droit des femmes au travers d'expériences professionnelles, afin d'essayer de comprendre pourquoi, alors que les lois sont là, que l'égalité homme-femme est inscrite sur le papier, la réalité semble en contradiction avec la législation. Application des lois défaillantes? Pourquoi? Par qui? Dans quel but? Les femmes ignorent-elles leurs droits? Ce problème semble remonter à l'époque néandertale. Est-il retranscrit dans notre ADN? Alors que plus de 50% de la population terrestre est féminine, la femme devient une minorité, une catégorie. Certes, courtisée pendant les périodes électorales. Cela me fait penser à Dalida. Parole et parole. Pourquoi un homme a 2 fois plus de chances de progresser qu'une femme? Pourquoi être femme est une entrave aux fonctions dirigeantes? Pourquoi l'ONU a dû proclamer en 1967 la Déclaration universelle de la femme? Petit rappel historique, 1789, Déclaration des droits de l'homme. 1791, Déclaration des droits de la femme par Olympe de Gouges. Simple projet ne rencontrant pas d'écho favorable chez les députés. Mieux, en 1804, le Code civil institutionnalise l'infériorité de la femme qui doit obéissance à son mari. Il faut attendre 1958 pour que la loi garantisse à la femme des droits égaux à ceux de l'homme. L'exposition du CCAS sur l'esplanade montre le chemin parcouru depuis la Révolution, depuis que, comme l'a dit Olympe de Gouges, puisque nous avons le droit de monter à l'échafaud, nous devons aussi avoir celui de monter à la tribune. La chronologie des dates serait fastidieuse à rappeler. L'exposition vous en résume les principales étapes. 8 mars, restons bien sur le droit des femmes. La condition de la femme nous est chère, à nous, membres Soroptimistes. En septembre, nous abordons l'éducation au travers de l'illettrisme et de l'analphabétisation.
En octobre, en s'associant avec la Ligue contre le cancer, nous participons à Octobre Rose, sensibilisation au cancer du sein. En novembre, lutte contre les violences faites aux femmes. En orangeant le monde et une action nationale, la projection d'un film par tous les clubs de France. Ce matin, dans le cadre de cette journée, le film Terre des Hommes, montrant les difficultés d'une agricultrice plongée dans un monde d'hommes, a été projeté aux lycéens de Menton. Tout au long de l'année, différents sujets sont traités. Mais aujourd'hui, je demande à nos invités de se focaliser sur le droit, le statut, la condition de la femme dans sa vie de citoyenne. Parce que, en moyenne, un homme gagne 20% de plus qu'une femme. À la retraite, un homme a 653 € de plus qu'une femme. 80% des femmes sont confrontées au sexisme au travail. Une seule femme, Catherine McGregor, dirige une entreprise du CAC 40, CNJ. On a dissocié le poste de président-directeur général et de directrice générale chez Veolia. La directrice étant Estelle Brachlianoff. Et chez Orange, Christelle Heidmann, pour leur associer un président-directeur général non exécutif, mais homme. 36% du temps de présence à l'antenne pour les femmes. 20% de femmes commentent l'actualité. 4% des orchestres sont dirigés par des femmes. Alors, nous continuons. Pourquoi s'intéresser à ce sujet? Parce qu'en 1946, l'égalité homme-femme est inscrite dans le préambule de la Constitution. Mais ce n'est qu'en 1999 que la loi constitutionnelle relative à l'égalité homme-femme est promulguée. En 1980, 345 ans après la fondation de l'Académie française par Richelieu, une femme y fait enfin son entrée, Marguerite Yourcenar. Qu'en est-il aujourd'hui? Nos intervenantes vont, au travers de leur expérience professionnelle, chacune dans son domaine, nous faire partager la réalité du terrain. Nous accueillons, enfin elle nous accueille plutôt, Najoua Ursé, directrice du CCAS de Roquebrune, Evelyne Servini, présidente d'Initiative Menton Riviera, Julia Catanoso, professeure d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Lucie Mazière, médecin psychiatre, Christine Albor, responsable RH, Julia Blanc. Voilà, levez la main quand je vous... Agent général d'assurance, gestionnaire de patrimoine. Joëlle Haddad, avocate honoraire. J'ai cité tout le monde, oui. Hein? Oui. Sylvie Vial, qui est là en modérateur, qui fait partie de notre club. Et Berthe Minéo, notre vaste présidente. Voilà. On va donc passer aux questions à nos intervenantes et je cède tout de suite la parole à Najoua Ursé qui va faire le point sur l'état du CCAS. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Moi, je vais être beaucoup plus concis. Je vais juste vous parler, je ne peux pas faire plus récent, je vais juste vous parler du nouveau plan d'égalité femmes-hommes qui vient d'être annoncé ce matin, en mettant en parallèle ce qui se passe sur le territoire. Et c'est bien parce que les enfants viennent d'arriver, donc il y a les centres de loisirs. Alors,
On est au 5e plan de l'égalité femmes-hommes ou de lutte contre les violences. Donc ce matin, il a été annoncé, il y a 100 mesures. Je ne vais pas vous citer les 100 mesures, il y a 4 axes. Je vais juste vous parler des 4 axes. Le premier axe, c'est la réduction des violences faites aux femmes. Ça, c'est un axe qu'il y a dans tous les plans d'égalité femmes-hommes. Qu'est-ce qui est fait sur le territoire? Donc je vais juste vous parler sur le territoire. Ils ont annoncé quelques mesures, notamment la mise en place de pôles spécialisés au sein des tribunaux de violences conjugales au sein des tribunaux, c'est-à-dire spécialiser les magistrats au sein des tribunaux sur la violence conjugale. Qu'est-ce qu'il y a sur le territoire? En fait, Roquebrune-Cap-Martin a formalisé son engagement de lutte contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales il y a 2 ans avec un contrat, une signature de contrat avec plusieurs acteurs concernés, notamment la préfecture, le procureur de la République, le barreau de Nice, les associations d'aide aux victimes, qui sont le CIDFF et Montjoie sur le territoire. Et on travaille sur sa prise en charge des violences, du diagnostic en amont jusqu'à l'autonomie des femmes quand elles souhaitent quitter en fait, leur conjoint. Voilà. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est mis en place. En tout cas, une femme qui souhaiterait... il y a 4-5 types de violences. Il y a les violences physiques, les violences psychologiques, les violences financières, priver quelqu'un de ressources, et les violences, tout ce qui concerne le harcèlement sexuel aussi. Donc, quand une femme est victime de violence ou qu'elle souhaite rentrer dans une démarche de séparation, en fait, il y a différentes portes d'entrée. On dit qu'il y a à peu près une 15aine de portes d'entrée autour d'une femme. La porte d'entrée lambda, c'est reste les services sociaux, qui soient le département ou les CCAS. Ensuite, on est sur de l'accompagnement. Ça peut être le médecin traitant, ça peut être le centre hospitalier. Il faut savoir que très peu de femmes portent plainte. Donc, bien entendu, il y a aussi le fait d'aller vers le commissariat, parce que ça reste quand même les urgences. Et ensuite, il y a toutes les permanences d'accès au droit et toutes les permanences juridiques. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé encore ce matin? La création d'un fichier des auteurs et des victimes de violences. Donc ça n'existe pas encore et ça sera mis en place. Il faudra encore attendre 1 ou 2 ans, mais ça va être mis en place très prochainement. On a annoncé aussi la création de maisons des femmes, c'est-à-dire des endroits bien visibles et localisés pour que les femmes sachent où aller. Voilà, faire en sorte des guichets uniques pour que les femmes n'aient pas à savoir par quelle porte d'entrée arriver. Et donc ça, c'était l'axe sur les violences. Ensuite, le deuxième axe, c'était la santé des femmes. Donc aujourd'hui, on a des stands sur l'accès à la santé. Et donc, c'est aussi le remboursement des protections périodiques pour les moins de 25 ans. Donc ça sera mis en place en 2024. Bon, certaines villes le font déjà, offrent ce type de protection. Ça se fait aussi dans certains établissements scolaires. Nous, on le propose aussi au niveau de notre épicerie sociale pour certains publics. Mais maintenant, ça sera généralisé à toutes les femmes de moins de 25 ans. Donc bon, est annoncé aussi le doublement des budgets pour les associations qui luttent contre la précarité mensuelle. Ensuite, il y aura une meilleure prise en charge des couples qui vivent une fausse couche, notamment le fait de faire sauter la journée de carence. Donc ça, c'est important parce que c'est un peu la double peine pour les femmes qui se retrouvent, qui ne peuvent pas aller travailler. Et en plus, elles ont une journée de carence. Donc une journée de carence, c'est le retrait d'une journée de salaire sur leur salaire. Voilà. Ensuite, au niveau de l'égalité, là, on rentre sur l'égalité femmes-hommes. Donc, l'individualisation du taux d'imposition sur les revenus, parce que par défaut, souvent, les femmes sont celles qui ont le revenu le plus bas. Et maintenant, comme il y a un prélèvement à la source, en fait, elles peuvent être prélevées à égalité. Donc, le gouvernement travaille sur ça également. Là, mais là, je laisserai toutes les personnes autour de la table en parler plus dans le détail, mais les séances d'éducation à la sexualité. Donc ça fait partie de toutes les procédures d'égalité femmes-hommes, notamment au sein des établissements scolaires. Donc ça, c'est important, puisque la base, en fait, ça vient aussi de l'éducation. Donc le rôle de l'école et expliquer aussi l'égalité femmes-hommes, parce que c'est des choses qui doivent être enseignées et instruites, mais dans la coéducation dès le plus jeune âge. Donc, on prévoit de créer une culture de l'égalité et de former l'ensemble des personnels éducatifs à l'éducation à la sexualité aussi, avec des kits adaptés à chaque âge.
Donc il y a d'autres mesures, notamment faciliter le quotidien des femmes célibataires et le recours au congé maternité-paternité. Au niveau du territoire, il y a beaucoup d'actions de sensibilisation. Les communes sont mobilisées, en tout cas la commune Roquebrune-Cap-Martin. On propose aussi des actions de sensibilisation au sein des établissements, clés en main, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, je laisserai plus la parole pour l'égalité. Alors moi, j'avais prévu de lire un petit texte qui avait été écrit l'année dernière et signé par des... En fait, le dernier axe du plan, c'est la culture de l'égalité femmes-hommes dès le plus jeune âge. Et il y avait un texte qui a été co-signé notamment par des footballeurs, en fait des athlètes masculins, à destination des petits garçons pour les sensibiliser sur l'égalité femmes-hommes. Donc je penserais qu'il y aurait plein de petits garçons face à moi, c'est pas le cas. Donc je vais quand même lire le texte parce qu'il est sympa et il est assez ludique. Si j'ai encore un peu de temps. D'accord. Alors, cher homme de demain, toi, petit garçon qui naît aujourd'hui, 8 mars 2022, Journée internationale des droits des femmes, je m'adresse symboliquement à toi ainsi qu'à tous les hommes. S'il existe une Journée internationale des droits des femmes, c'est que leurs droits fondamentaux ne sont toujours pas respectés dans une grande partie du monde. Violences sexistes et sexuelles, droit à disposer librement de son corps, accès à l'éducation, inégalité salariale. C'est inacceptable, insupportable. Mais il y a des raisons d'espérer. Pas après pas, nous les adultes d'aujourd'hui, nous avançons vers plus d'égalité. Et le jour où, à ton tour, tu seras en âge de changer les choses, nous avancerons ensemble avec toi. Nous le ferons parce que les femmes représentent la moitié de l'humanité, parce que les femmes sont nos mères, nos sœurs, nos filles, nos amies, nos collègues, mais surtout nos égales en humanité. Ensemble, avec toi, avec elles, nous œuvrerons pour l'égalité entre les femmes et les hommes partout. Ensemble, nous ne laisserons rien passer, jamais. Pas le moindre geste déplacé, pas la moindre remarque sexiste, car ces gestes, ces mots banalisent la violence à l'égard des femmes. Cher homme de demain, petit garçon qui naît aujourd'hui 8 mars 2023, Journée internationale des droits des femmes, je crois en toi. Tu seras le meilleur des hommes, celui qui s'engage pour l'égalité. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Merci Madame Copage. beaucoup. Merci beaucoup, madame. C'est un témoignage effectivement important. Et merci pour ce texte qui est vraiment touchant. Puisqu'on parle justement des jeunes et des jeunes garçons, mais on peut aussi demander ce qui se passe dans le milieu scolaire. Et donc, Julia Catanoso, qui est professeure d'histoire et géographie au lycée Pierre et Marie Curie de Menton, va s'exprimer donc sur les questions qu'on avait un petit peu prévues. C'est comment s'expriment les inégalités de genre dans le milieu scolaire, dans le lycée. Et ensuite, quels sont les facteurs d'explication de ces inégalités et les mesures mises en place pour les contrer. Vaste sujet. Je vous passe le micro. Merci. Bonjour. Donc merci à vous toutes et à monsieur qui êtes là. Donc comment s'expriment les inégalités? D'abord, le plus visible et le plus évident, c'est l'orientation. Parce que si on regarde les spécialités, par exemple, les spécialités sanitaires et sociales ou habillement, c'est 91% de filles, donc seulement 9% de garçons. Donc en fait, on a une mixité en trompe-l'œil dans l'éducation nationale. Pour le lycée professionnel, c'est pareil. C'est majoritairement des garçons, donc puisque seulement 38% des filles vont au lycée professionnel et en plus dans des filières extrêmement genrées. On trouve peu de filles dans les filières du bâtiment, par exemple, et très peu de garçons, voire pas du tout dans les filières de l'esthétique. Il y a encore quand même comme ça des parcours féminins ou masculins. Quand on reste dans là où ça devient encore un peu plus inquiétant, c'est pour les spécialités, par exemple, numériques et sciences informatique. On sait que ce sont les métiers de l'avenir, les métiers qui vont employer les métiers de décision et de pouvoir aussi. Et là, on n'a plus que 11% de filles. Donc les filles ont intégré qu'elles n'étaient pas bonnes en informatique, que ce n'était pas un métier pour elles. Pareil pour les sciences de l'ingénieur, on n'a que 13% de filles. Donc évidemment, ces différences de formation
amène aussi à dans le secondaire, va amener à des orientations très différentes aussi dans le supérieur. Et même si les quelques filles qui ont le courage d'aller en spécialité scientifique réussissent mieux que les garçons, parce que là, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques, eh bien, on les retrouve plus après en prépa scientifique, par exemple. Et je sais qu'il faut souvent beaucoup les encourager, les jeunes filles, pour avoir une orientation ambitieuse et à la hauteur de leurs capacités. J'ai une élève là devant moi qu'il a fallu beaucoup encourager pour qu'elle aille en prépa et qu'elle réussisse très bien en prépa d'ailleurs. Donc ensuite, après les diplômes du supérieur, par exemple, après un diplôme universitaire de technologie, donc un DUT. Donc il y a des études qui ont été faites par rapport aux élèves qui ont eu leur DUT, enfin les étudiants qui ont eu leur DUT en 2017. 30 mois après l'obtention du diplôme, 76% des garçons ont un emploi contre 54% des filles. Donc là aussi, on a une différence, même à parcours égal employé. Si on peut ne perdre personne, ce serait bien. Donc ça, c'était le premier axe et qu'on pourrait développer encore sur l'orientation. Ensuite, alors quelque chose qui est moins connu et moins visible, ce sont les interactions et la communication. C'est-à-dire que toutes les études le prouvent, les enseignants échangent 2 tiers avec les garçons et 1 tiers avec les filles. Comment ça s'explique? Déjà parce que les garçons prennent plus facilement la parole, donc parfois sans l'avoir demandé. Et puis les interactions, ça va prendre en compte aussi tout ce qui est remarques qu'on va pouvoir faire. Et souvent, eh bien, les garçons sont plus agités, pas par nature, faut déconstruire ça, mais par culture. Et donc, ne serait-ce que dire, calme-toi, assieds-toi, sors tes affaires, toutes ces choses-là, toute cette attention qui est captée par les garçons, eh bien, forcément, le temps n'étant pas extensible à l'infini, eh bien, c'est tout un temps qui n'est pas consacré aux jeunes filles qui ont tendance à se faire oublier. Et pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur la prise de parole? Parce qu'on sait que si les filles et les garçons réussissent de manière égale les écrits des grands concours, par exemple, eh bien les filles réussissent moins bien les oraux, parce qu'elles ont moins confiance, et donc elles ont eu des codes que les garçons ont pu travailler pendant toute leur scolarité que les filles n'ont pas. C'était aussi une des raisons de la mise en place du grand oral. Alors, pas que pour les filles, aussi pour les classes sociales plus populaires. Les codes, en fait, de l'oral doivent être travaillés et s'acquièrent. C'est pas inné, les capacités à s'exprimer. Donc, orientation, interaction, communication. Et ensuite, également, dans la géographie du genre, c'est-à-dire l'occupation de l'espace. Les filles et les garçons n'occupent pas l'espace de la même manière. Alors, on connaît très bien aujourd'hui les travaux notamment d'Edith Maruet-Jules, qui travaille sur la mixité aussi dans les établissements scolaires. Et c'est elle aussi qui dit que la mixité n'existe pas en fait. Les garçons et les filles ne se fréquentent pas. Et il suffit d'étudier, par exemple, les cours de récréation dans les écoles élémentaires pour se rendre compte que les garçons occupent souvent la majeure partie de la cour, souvent pour jouer au foot, et les filles sont au coin. Et c'est justement le travail qu'on a mené avec l'école de la Condamine cette année, où on a travaillé sur l'occupation de cette cour de récréation. Et si les schémas sont très très parlants, c'est-à-dire que c'est facile de voir que les filles sont à un endroit, les garçons à un autre, et que les garçons minoritaires occupent la majorité de l'espace. Et il faut dire qu'il y a des garçons qui ne correspondent pas au code de virilité, qui sont mis à l'écart aussi, il n'y a pas que les filles qui sont mises à l'écart. Eh bien, quand on essaie de faire conscientiser ça aux petites filles, par exemple, mais aux enseignants et aux enseignantes aussi, là, ça devient plus compliqué. Parce que, par exemple, une petite fille me disait oui, moi, je suis là au coin. Ah, et t'aimerais pas de temps en temps aller sur le plateau sportif? Oh, non.
Ah bon, d'accord. Et tu fais quoi, toi? Je joue à Ninja. Et t'es sûr tu voudrais pas aller là-bas? Ben non, les garçons ils vont m'envoyer le ballon dans la tête sinon. Ah d'accord. Donc c'est pas volontaire. C'est parce que tu n'as pas le choix. Bon alors qu'est-ce que t'en penses si on laisse les garçons, si on dit que les garçons ils jouent pas au foot? Ah ben non. Pourquoi? Sinon ils vont être en colère. Donc ça veut dire qu'une petite fille de 6 ans, elle a déjà intégré qu'il faut laisser les garçons faire ce qu'ils veulent et occuper tout l'espace, parce que sinon ils vont être en colère. Donc il y a du travail, mais la conscientisation se fait à petits pas. Il faut vraiment les amener à déconstruire les choses. Alors on en vient au 4e axe d'expression des inégalités, puis j'arrêterai là parce que je pourrais parler toute la journée sur l'expression des inégalités. C'est les violences, donc les faits de violence sont en majorité commis par des garçons, mais les victimes sont aussi en majorité des garçons. Donc travailler sur la déconstruction des stéréotypes de genre et sur l'égalité, c'est aussi travailler pour les garçons. Donc, et malheureusement, si vous voulez, quand on travaille sur la discipline, les sanctions, les punitions, et aujourd'hui on est bien armé puisqu'on a Pronote, on a des logiciels, donc c'est facile de savoir qui a fait quoi en fait, eh bien on se rend compte que les garçons sont ceux qui sont le plus souvent sanctionnés, mais que la récidive est permanente. En fait, ça ne fonctionne pas, la sanction. Ils le voient d'ailleurs souvent, comme je le disais à une collègue, ça la fait sourire comme des médailles de virilité. Être exclu du lycée, c'est chouette en fait. Donc on n'a pas encore trouvé l'angle d'attaque pour essayer de faire en sorte que les garçons soient moins dans cette expression de la violence, si ce n'est dans la déconstruction du mythe de la virilité. Un homme qui a réussi n'est pas un homme ultra viril et ultra violent en fait. Et ça se retrouve après puisque 96% de la population pénitentiaire, eh bien, ce sont des hommes. Donc il y a quand même on voit que les racines sont profondes. Donc voilà pour l'expression des inégalités. Merci beaucoup, Madame Catanoso, parce que c'est vraiment un éclairage extrêmement important et très actuel. Si on passe maintenant du milieu, évidemment, estudiantin au milieu professionnel, Madame Albor, alors qu'en pensez-vous? Comment allier vie professionnelle et vie familiale aujourd'hui quand on est une femme? Et puis la deuxième question, en tant que consultante RH, quels sont les facteurs qui freinent l'évolution professionnelle de la femme d'après vous? Alors, bonjour à toutes et monsieur. Donc déjà, rien que l'assemblée qu'on a en face de nous est assez parlante, je pense. La cause des femmes concerne beaucoup les femmes, un peu moins les hommes. Même si je vais être optimiste, je pense que les choses évoluent grandement sur ces dernières années en entreprise. Ça fait à peu près une 50aine d'années qu'on a différentes lois qui sont venues s'appliquer en entreprise pour l'égalité homme-femme, la première depuis en 1972. Sans grand impact, il faut être honnête, jusqu'à la toute récente qui concerne un index qui a été mis en place. C'est l'index égalité homme-femme. Donc les entreprises sont maintenant, depuis 2018, obligées de calculer 4 indicateurs pour vérifier que l'égalité homme-femme est bien respectée dans l'entreprise. Donc les indicateurs, c'est l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, le taux d'augmentation individuelle en fonction des hommes et des femmes, le nombre de salariés qui ont été augmentés à la suite d'un retour de congé maternité. Parce qu'il faut savoir qu'une femme qui partait en congé mat, souvent, l'année de sa grossesse, on lui disait on ne vous augmente pas parce que vous allez partir. Et quand elle rentrait, on lui disait vous venez de rentrer, donc on ne vous augmente pas. Donc en fait, les femmes se retrouvaient avec 2 ans sans augmentation, juste parce qu'elles avaient eu l'audace, on va dire, de faire un enfant. Donc ça, maintenant, ça c'est très important, ça n'existe plus. Cet indicateur est vraiment très important pour les femmes qui décident de devenir maman, puisque cet écart de REM est gommé et la personne qui rentre de congé mat est obligée d'avoir la moyenne des augmentations des autres qui ont continué de travailler pendant son congé. Et le dernier, c'est les 10 plus hautes rémunérations. En fait, on regarde le nombre de femmes aussi sur le nombre les 10 meilleures rémunérations de l'entreprise. Ça aussi, c'est très important et ça aussi, ça fait bouger les choses. Il y a pas mal de femmes qui ont été promues, on va dire, dans les entreprises grâce à cet indicateur, puisqu'on se rendait compte, comme on l'a dit en préambule, qu'il y a très peu de femmes dans les comités de direction dans les grandes entreprises.
Donc c'est vrai que c'est cette mise en place de cet index qui doit être publié, c'est-à-dire que les entreprises de plus de 50 personnes doivent publier cet index, donc il est public, et elles doivent avoir au moins 75 points sur 100 sur cet index. Sinon, il y a un plan d'action à faire, et l'année d'après, il faut avoir amélioré. Et les entreprises qui ne rentrent pas dans les clous peuvent avoir une pénalité, donc là on touche au portefeuille de l'entrepreneur, il peut avoir une pénalité d'1% de sa masse salariale. Donc là, dès qu'on commence à toucher au porte-monnaie, ça réagit. Et c'est vraiment ce qui a eu lieu. On a bien senti que les choses ont bougé. Donc il y a des entreprises qui étaient déjà très claires et qui ont pu communiquer justement sur le fait qu'elles avaient peut-être 100% ou 99% sur cet indicateur. Et les autres qui essayent de rattraper le retard. Donc c'est vrai que ça a été vraiment une grosse avancée dans l'entreprise là, sur ces dernières années. Alors, le bémol qu'on a en parallèle, on va dire, c'est le congé parental. C'est-à-dire que pour les femmes, on a instauré l'allocation de congé parental. Tout le monde a dit c'est super, on va pouvoir élever nos enfants, s'arrêter de travailler et profiter d'eux. Le souci, c'est quand vous partez 3 ans de l'entreprise, vous êtes totalement déconnecté quand vous y revenez. Pour peu que vous fassiez un 2e, voire un 3e, votre carrière est complètement hachée, on va dire. Vous perdez le fil et les camarades hommes, eux, continuent d'avancer et vous vous retrouvez en total décalage juste parce que vous avez eu des enfants. Voilà. Donc c'est vrai que ça partait d'un bon sentiment, mais c'est vrai que cette loi, au final, elle a un effet pervers, c'est-à-dire qu'elle n'aide pas vraiment les femmes. Et au-delà de ça, je vais dire, c'est pas donc dans l'entreprise, on essaye au maximum de respecter l'égalité homme-femme, mais encore faut-il que les femmes arrivent sur des postes de direction, des postes à responsabilité, ce qui est quand même compliqué quand on est femme. Ça part de l'éducation, de l'enfance, de la cellule familiale. Il n'y a pas que l'entreprise qui peut agir là-dessus. Et c'est vraiment dans la cellule familiale, pour moi aussi, que ça se passe, la façon dont on élève nos enfants, qu'ils soient hommes ou femmes. Quand on a un petit garçon et une petite fille, je pense que vous l'avez tous vécu, on a plus tendance à demander à la petite fille de donner un petit coup de main à la maison, de participer aux tâches ménagères. Pour peu qu'elle soit l'aînée de la fratrie, de s'occuper de ses frères. Dans des cellules familiales où financièrement c'est compliqué, quand il y a un des enfants qui est malade, il arrive quand même assez fréquemment que ça soit la grande qui rate l'école pour s'occuper de son petit frère ou de sa petite sœur. Donc c'est vrai que dès le départ, quand on est fille, c'est un peu plus compliqué. Je ne dis pas que c'est toujours compliqué, il y a des familles où tout se passe bien, mais dès qu'on a des familles qui sont un peu moins aisées financièrement et qui n'ont pas beaucoup d'aide, les parents n'ont pas forcément le choix, sont obligés de s'appuyer sur les enfants. Et les petites filles qui doivent s'occuper des frères, faire les tâches ménagères et faire leurs devoirs. Elles vont arriver à passer les années scolaires les unes après les autres, mais ça, déjà d'entrée, c'est plus compliqué. Donc déjà, il faut quand même être, je pense, un peu sensibilisé à ça quand on élève nos enfants et au quotidien à réfléchir. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je ne demande pas à mon fils ? Bon, c'est pas parce que le fils n'aide pas qu'il va forcément faire ses devoirs en attendant. Il est peut-être en train de jouer sur la Play. Bon, ça, c'est un autre sujet. Après, il y a aussi une autre étape importante dans la vie des femmes, c'est la maternité, justement, où là, pour le coup, même si vous êtes volontaire, si vous voulez progresser dans votre vie pro, à un moment donné, on vous demande de faire un choix. C'est est-ce que je fais maman et je m'occupe bien de mon enfant, ou est-ce que je continue à être à fond sur ma vie pro ? Il faut être honnête, si vous êtes sur des postes d'encadrement et que vous faites 10 à 12 heures par jour, vous ne pouvez pas être à 300% avec votre gamin, être l'épouse modèle et en plus avoir des loisirs. Donc on dit les femmes font des choix. Non, elles ne font pas des choix, elles essayent de faire du mieux qu'elles peuvent. Elles essayent d'être à peu près bien sur tous les sujets. Mais c'est vrai que malheureusement, à ce moment-là, on le voit sur toutes les stats, il y a une grosse cassure dans le monde de l'entreprise. Arrivé entre 30 et 35 ans, il y a beaucoup de femmes qui lèvent le pied, mais de fait, parce qu'elles ne peuvent pas tout mener de front, et même quand elles essayent de mener tout de front, c'est compliqué, elles finissent en surmenage, en burn-out. Il y a quand même pas mal de pathologies psy derrière si vous essayez d'être Wonder Woman en permanence. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là,
Je trouve que la femme n'est pas forcément accompagnée. Il y a pas si vous n'avez pas les moyens de vous payer une nounou, une aide ménagère ou autre, c'est très compliqué de continuer à évoluer sur le milieu pro. Et souvent, ça plafonne. Donc, ce n'est pas forcément l'entreprise, c'est les événements de la vie de la femme aussi, qui font que petit à petit, elle est obligée de se décrocher. Souvent, on voit des gens qui se mettent à leur compte à ce moment-là pour être un peu plus libres, un peu plus autonomes et pouvoir gérer leurs enfants. Merci pour cette transition idéale, parce que je vais passer la parole maintenant à Madame Servini en lui demandant, alors finalement, est-ce que vous constatez une augmentation des femmes qui franchissent le pas de salariés en étant leur propre chef d'entreprise? Y a-t-il une progression, Madame Servini? Bonjour à tous et à toutes. Alors oui, il y a une progression, effectivement. Donc je représente l'initiative Menton Riviera. Donc nous sommes une association de loi 1901 qui aidons les créateurs d'entreprises. Donc sur l'année 2022, on a 46% de femmes qui ont créé leur entreprise. Donc sur 68 entrepreneurs en 2022, on a 31 femmes et 37 hommes qui ont constitué donc leur entreprise. Alors au niveau, sur ce nombre, il y a eu 17 créations, 11 reprises, aussi une croissance d'entreprises de moins de 3 ans et une de plus de 3 ans. Au niveau activité, c'est vraiment très réparti. On a autant du primeur, parapharmacie, boulangerie, salon de thé, cabine de marché, cabine podologie, poissonnerie, snack. Enfin, je vous en dirai, on a vraiment un poste pratiquement à chaque activité. Après, donc, au niveau des personnes, donc, avant de créer leur entreprise, donc, sur les 31 personnes, nous en avions 11 qui étaient salariés, 10 qui étaient déjà indépendantes et chefs d'entreprise, 7 en tant que demandeurs d'emploi et une sans activité. Donc le progrès, quand même, on le voit, il est quand même énorme au niveau activité. Et la moyenne d'âge d'une femme qui crée son entreprise, c'est dans les 39 ans à peu près, entre 35 et 39 ans. Voilà. Globalement, pour ma part, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et merci. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que les femmes sont plus audacieuses ou plus peureuses qu'un homme quand il vient vous trouver? Non, pas du tout. Je dirais plus qu'une femme est beaucoup plus concrète et on a un dossier beaucoup plus complet sur une femme qui vient en tant que créatrice ou reprise d'activité. Et au niveau de la réussite de la reprise d'activité? C'est pareil, c'est autant homme que femme. Je pense que la réussite, c'est la personnalité, c'est la personne, son activité. Si elle connaît son activité, ça, je dirais que oui. Non, on n'a pas trop de défaillance, on va dire. On a donc un témoignage assez encourageant. Très encourageant. Merci, Madame Servini. Je vais passer la parole maintenant à Madame Maître Haddad, avocat honoraire, donc sur justement l'évolution dans le milieu judiciaire. Donc quelle est l'attitude aujourd'hui des magistrats, par exemple, sur les plaintes des femmes? Comment est-ce que cela évolue? Qu'en pensez-vous en tant que professionnel? Bonjour. Bonjour tout le monde. À titre liminaire, je veux bien préciser un point. Ce ne sont pas toujours les femmes qui sont victimes de violences. Ça, il faut le savoir, et on a tous en tête l'affaire Sauvage. Mais la prise en charge est absolument et rigoureusement identique. La loi, actuellement, vient au secours des victimes de violences intrafamiliales. On ne dit pas de violences faites aux femmes, on dit violences intrafamiliales. Les violences ne sont pas genrées. L'évolution est excessivement importante. Mon propos sera très technique, je suis désolée, mais c'est la loi. Autrefois, les femmes, lorsqu'elles étaient agressées, renonçaient à parler, à crier, à se défendre ou même à dénoncer. Il faut recentrer le débat pour dire que
les évidences sont là aujourd'hui et de plus en plus. Une femme, à peu près, est tuée un jour sur 3. C'est-à-dire que on assiste à une recrudescence impitoyable à l'encontre des femmes. Même si, avec des accents romantiques, certains agresseurs viennent justifier leur attitude, comme celui qui a découpé sa femme pour la mettre dans les jardins des Buttes Montmartre, en disant tout simplement « Je savais qu'elle aimait cet endroit ». Voilà. Alors il va falloir aujourd'hui lutter contre tout, et notamment contre le sexisme, parce que le sexisme est à la base de toutes les violences. On assiste également, à cause de la télévision, des séries, des médias et des publicités aux images subliminales, on assiste à une banalisation de la violence et de la pornographie qui sont à l'origine de tous ces problèmes. C'est pas si violent pour une femme d'avoir reçu une claque, on ne comprend pas pourquoi elle irait s'en plaindre. C'est pas si violent pour une femme de se voir interdire quoi que ce soit, la hauteur des jupes et autres. Voilà. Avec les nouvelles lois, l'ordonnance notamment de protection de 2012, qui a été remaniée à 2 reprises, le 28 décembre 2019 et le 30 juillet 2020, le champ d'application s'est largement agrandi, mais largement agrandi. Autrefois, c'était le conjoint. Le conjoint, ça veut dire il faut passer devant le maire. Ou le pacsé. Aujourd'hui, c'est bien sûr l'époux, le concubin, le pacsé, ceux qui ont des relations sexuelles, qu'ils vivent ensemble ou non. Autrefois, il fallait être sous le même toit pour être protégé. Plus aujourd'hui. C'est quand même un champ d'application excessivement élargi et qui favorise, on va dire, les agressés. Quelles sont les natures de violence? Ce sont des violences physiques et on s'aperçoit que la Cour de cassation a retenu comme violence physique des cheveux tirés. On peut aller loin comme ça. Mais c'est vrai que subir, que ce soit un homme ou une femme, est à subir des cheveux tirés, c'est insupportable. C'est des violences, ce sont des violences également psychologiques. Le dénigrement, les insultes, les harcèlements. Mais je parle de dénigrement de la famille de l'autre. C'est insupportable aussi. Des violences économiques, comme la dépendance financière. Un des 2 conjoints ne travaille pas, l'autre le prive purement et simplement de toute ressource. Le problème qu'il faut examiner, c'est la comparaison, puisque la question posée est la suivante: évolution de la prise en charge dans le milieu judiciaire des femmes victimes de violences. Alors, le problème, on va étudier l'évolution, c'est-à-dire avant ce fameux décret et depuis ce fameux décret. Autrefois, avant ce fameux décret de protection, l'avocat présentait à l'occasion d'une audience une requête aux fins de mesures urgentes. On obtenait une ordonnance qui nous permettait d'assigner, mais ça se faisait comme ça, devant le juge, en présence de la personne agressée, et c'est tout. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Alors, le juge nous donnait une date suffisamment éloignée, une quinzaine de jours, pour permettre à la défense d'organiser son dossier. Et pourquoi aussi une quinzaine de jours? Parce que on est en France dans le système du contradictoire. Il faut que tout le monde ait le droit de préparer une défense équilibrée, normale, et ne pas faire les choses dans la précipitation. Ce que je peux reprocher aujourd'hui à la loi, bien que je n'ai pas eu à l'appliquer puisque j'ai pris ma retraite avant, c'est il semble qu'on confonde vitesse et précipitation. Autrefois, on avait le droit
de quitter le domicile, que ce soit pour l'épouse ou pour le mari, on avait le droit de quitter le domicile dès lors qu'on avait été présenté au juge et qu'on avait obtenu des mesures urgentes. L'ordonnance contenait la mention autorisant le conjoint à quitter le domicile. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. On présente une requête au greffe du tribunal et on obtient la signature par le magistrat d'une ordonnance. Les magistrats, on ne les voit plus beaucoup. C'est-à-dire qu'on transmet au greffe et selon la bonne volonté du greffe, ce sera transmis très rapidement ou pas. Dès lors que le document est signé, nous avons 2 jours pour signifier. Je sais qu'on a Internet tous, mais 2 jours pour signifier et pour mettre en mouvement un huissier, c'est le parcours du combattant. Pourquoi 2 jours? Parce que le magistrat doit doit rendre une décision dans un délai de 6 jours. Donc c'est en ça que je dis on confond vitesse et précipitation. Ça va trop vite là. C'est un marathon pour l'avocat, c'est un marathon pour l'adversaire, qui est l'agresseur, c'est un marathon pour lui. On ne peut pas oublier qu'il a droit à une défense convenable. Et là, je me pose la question, est-ce que le respect du contradictoire, qui est le pilier de notre juridiction française et de la démocratie, est bien respecté? Sûrement qu'il va y avoir des petites bafouilles. Je dois dire que je sais comment ça fonctionne. On essaye toujours de trouver un biais. Je suis avocat, je suis avocat honoraire, j'ai été avocat. On essaye toujours de trouver un biais. Et là, le biais est facile. Il suffit de demander à l'agressé à quel moment son conjoint ne sera pas là pour qu'on puisse lui signifier le document. Et là, il y a une décision sans lui. Voilà. Ben oui. Bien oui. Alors, à l'audience, le magistrat peut entend les parties, mais peut entendre une seule partie qui a peur de dire devant l'autre ce qui se passe réellement. Et ça, c'est très bien. Parce que souvent, le conjoint agressé a peur, même devant le tribunal. De toute façon, en sortant, il n'est pas armé contre quoi que ce soit. L'ordonnance est... Alors, je parlais du droit français. Le droit français est basé sur un système de preuves. On doit ramener la preuve de ce qui se passe, même si c'est très difficile. Et c'est toujours très difficile de ramener la preuve de ce qui se passe dans la chambre. C'est toujours très difficile de ramener la preuve de ce qui se passe dans l'appartement fermé. On n'a pas toujours des témoins, on n'a pas toujours un huissier pour constater. Depuis l'ordonnance de protection, c'est-à-dire depuis 2010, si le juge estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme plausible ce que l'on raconte, il rend une ordonnance. C'est parfait pour les agressés. La décision va être rendue rapidement et à leur profit. Mais vous avez tous compris qu'il y a des risques de dérapage certains. Donc le juge, s'il estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme plausible la commission des faits et du danger, va écarter le conjoint agresseur. Auparavant, on écartait le conjoint victime. Aujourd'hui, c'est le conjoint agresseur. C'est-à-dire que le conjoint agresseur va finalement quitter le domicile. Et ceci est très bien. Parce qu'auparavant, le conjoint agressé avait la double peine ou la triple peine. Non seulement il était agressé, il avait subi un choc, mais en plus, les mesures étaient contre lui. Il fallait lui trouver en urgence un appartement. Et là, je remercie les assistantes sociales qui aident en permanence les avocats pour trouver, dès lors qu'on leur signale la situation, pour trouver un appartement ou un hébergement. Le conjoint agresseur est écarté du domicile. Il lui est fait interdiction de se rapprocher de l'agressé. Alors comment va-t-on savoir que
que l'interdiction est efficace? Bien, tout simplement, on va leur ordonner la mise en place du bracelet électronique. Mais le bracelet électronique, il faut que l'agressé le porte aussi. Il faut que le bracelet électronique soit également porté par l'agressé, ce qui est prévu par la loi. Mais souvent, les agressés ne veulent pas le bracelet électronique. Et il faut également que la police informe l'agressé que l'agresseur est rentré dans la zone. Or, il n'y a pas suffisamment de policiers en France pour être derrière chaque agresseur, d'autant qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Et quand je dis agresseur, je dis aussi agresseuse. On leur enlève également l'autorisation du port d'armes. Et ça, c'est important, puisqu'on s'aperçoit que de plus en plus, les agressés sont tués avec des armes. On remarquera qu'avec cette nouvelle loi et cette nouvelle ordonnance remaniée, on va dire, l'intervention du parquet est fréquente, alors qu'auparavant, c'était étanche entre les magistrats du siège, c'est-à-dire ceux qui jugent les divorces, les affaires civiles, et le parquet, c'était vraiment étanche. C'était un mur infranchissable. Là, non. Il y a des avis donnés au parquet, des demandes d'avis sollicitées, et également les interventions du parquet pour demander une modification, un ajout ou une suppression d'une mesure prise. Mieux, la victime aujourd'hui a le droit de cacher son adresse. Elle prendra l'adresse soit du tribunal, soit de son avocat. C'est important. Mais au-delà de tout ça, l'ordonnance et les lois qui ont suivi ont pris des mesures pour les collatéraux, pour les enfants, qui sont les victimes collatérales de la séparation. Et ça, c'est important. Auparavant, il n'y avait pas de mesure. Le père venait prendre l'enfant et avec les lois de Schengen, on ne savait pas où il allait. Et il suffisait qu'il passe la frontière, une frontière, deux frontières, et c'était terminé. On ne voyait plus l'enfant. Non, aujourd'hui, il y a des mesures pour les enfants. Pour les étrangers, là aussi, c'est important parce que c'est la première fois qu'on va statuer dans cette matière, la matière du droit de la famille, pour les étrangers. Pour l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection, de cette fameuse ordonnance, se voit délivrer une carte de séjour s'il n'en avait pas. Une carte de séjour temporaire pour 1 an, renouvelable encore, s'il est toujours sous cette ordonnance de mesure de protection. Elle est renouvelable automatiquement pendant toute la durée de cette ordonnance. Même chose pour les mariages forcés. Lorsqu'un parent veut que son enfant parte, on se trouve dans le même cas de figure. Et si une condamnation intervient contre l'agresseur, alors la carte de séjour sera de 10 ans et non plus d'1 année renouvelable. Merci, maître. Je pense qu'on a largement vu sur l'ensemble des droits des femmes et surtout l'évolution du monde judiciaire. Donc vous ne constatez pas, vous, de différence de traitement entre les hommes et une affaire concernant les hommes ou une affaire concernant les femmes. Entre les hommes et les femmes, il ne devrait pas y avoir de différence de traitement. Je souhaiterais simplement, puisque Madame l'a indiqué, que le pôle spécialisé au sein des tribunaux soit effectif rapidement. Et je regrette qu'on pense que très peu de femmes portent plainte. Alors là, en tant qu'avocat, je m'érige contre ça, dans la mesure où lorsque l'on va au commissariat, je le dis très clairement, lorsque l'on va au commissariat pour déposer une plainte contre un agresseur ou une agresseuse, je dis de manière générale agresseur, le commissariat ne veut pas prendre les plaintes. Le commissariat vous dira non, on fait une main courante qui sera suivie. Les mains courantes ne sont pas suivies. Ce sont
les litiges du commissariat. Elles restent là et elles ne bougent plus. Alors, Il faut le savoir, juste, il faut refuser. oui. En fait, maintenant, actuellement, quand une femme va au commissariat, Voilà. même si elle ne veut pas porter plainte, le parquet poursuit quand même. Ah voilà. Voilà, Ça, c'est autre chose. voilà, c'est Ça, juste, c'est autre chose. voilà. Donc maintenant, c'est même si elle ne veut pas porter plainte, et sur le, enfin, il y a la loi de 2017 qui demande, c'est pas encore mis en place, mais que on facilite le dépôt de plainte aussi dans les centres hospitaliers. Et donc Oui. voilà. Mais les médecins ont déjà l'autorisation de signaler les violences au parquet. Oui, tout à fait. Et en Et plus, les hôpitaux aussi. voilà. Et maintenant, il y a aussi dans des cas très précis, mais le lever du secret médical. Voilà, c'est ça, ça constitue un lever du secret médical. Auparavant, on va l'entendre peut-être avec madame le psychiatre, les psychiatres n'indiquent pas à leurs confrères la nature des problèmes. Donc je pense que le secret médical maintenant va être levé uniquement pour ces raisons. Mais je pense qu'on va maintenant passer la parole justement sur un sujet qui nous tient tout à cœur, c'est donc l'indépendance financière des femmes. Et donc je passe la parole à madame Julia Blanc, donc, qui est spécialiste donc, dans ce domaine. Quels sont les rôles des hommes et des femmes dans la gestion patrimoniale? Et la femme est-elle un bon père de famille selon l'expression consacrée en termes de gestion? Qu'en pensez-vous? Alors, avant de répondre à ces questions, je voulais revenir sur une petite enquête qui a été réalisée sur la manière de gérer des petits-enfants, il y a Larsen, par rapport à leur argent de poche. Donc très jeunes, en fait, les garçons et les filles ont une gestion de l'augmentation de leur capacité financière très différente. En fait, les petits garçons vont très vite aller demander à leurs parents, leurs grands-parents, d'augmenter l'argent de poche constamment. Alors que les petites filles, elles vont réagir différemment. Elles ne vont pas du tout demander d'augmenter l'argent de poche, mais plutôt d'avoir des cadeaux. Donc elles vont utiliser leur séduction pour arriver à leur fin, mais de manière détournée. Donc je pense que déjà, le lien à l'argent est assez différent entre les garçons et les filles. Cela dit, il y a eu des lois qui ont permis aux femmes de pouvoir avoir toutes les capacités qu'avaient les hommes, mais avec un certain retard, puisque finalement, les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte sans le consentement de leur époux que depuis 60 ans, 1965. C'est d'ailleurs l'année pour laquelle il y a eu un grand changement sur le régime légal, le régime que l'on a quand on se marie et qu'on ne choisit pas un régime spécifique. Et donc l'année où on est passé à la communauté réduite au Zaké. Donc aujourd'hui, ce droit-là d'ouvrir un compte seul a été, on va dire, parce qu'en fait, auparavant, seules les femmes veuves ou les femmes divorcées pouvaient finalement avoir une indépendance financière pure. C'était des conséquences soit d'un choix, ou d'avoir subi un divorce, soit d'avoir subi un aléa de la vie, le décès de leur conjoint. Donc là, les femmes ont des droits en finance qui sont de plus en plus importants, mais qui arrivent tardivement. Les femmes peuvent entrer à la bourse en 1967 et ainsi commencer à spéculer, jouer en bourse. En 1985, une directive européenne décrète l'égalité financière au sein des couples, ce qui veut dire qu'avant, ça n'était pas le cas. Tout ça est très récent. En 86, les époux doivent signer tous deux la déclaration d'impôt. Auparavant, seul monsieur devait la signer. Donc ça, je l'ai découvert récemment. Donc effectivement, la femme entre dans la gestion financière il n'y a pas si longtemps. En 1922, l'année dernière, les salaires ne peuvent plus être versés sur le compte de monsieur. C'est-à-dire qu'il devait rester des femmes qui n'avaient pas leur propre compte bancaire, ni un compte joint. C'est-à-dire que c'était versé sur un compte au nom de monsieur. C'était l'année dernière. Bon, tout ça, toutes ces lois, en fait, elles arrivent, mais je crois que la société
a déjà devancé tout ça. Moi, dans ma gestion quotidienne, les femmes gèrent bien le budget de la famille et les finances. D'ailleurs, 70% d'entre elles estiment gérer seules, enfin indépendamment, on va dire. Et cependant, dans une étude de février 2022, 35% laissent quand même la gestion financière de leur compte, de leur épargne, à leur conjoint. Et sur ces 35%, on se rend compte que les plus jeunes, 53% des 18-24 ans, laissent à leur conjoint la gestion. Alors qu'elles ne sont plus que 15%, non 13, pardon, des plus de 65 ans. Donc c'est assez étonnant. En fait, je pense que la femme, au départ, n'est pas certaine, n'a pas la certitude de savoir bien gérer. Dans les comportements de gestion, on se rend compte que, en fait, la femme épargne. Elle ne va pas aller spéculer. Elle veut avant tout épargner. Elle veut prévoir l'aléa. Elle veut prévoir tout ce qui peut lui arriver, la dépendance. Elle veut prévoir sa retraite. Donc, en fait, elle a un comportement qui est un petit peu différent de l'homme qui, lui, voudra avoir fait la meilleure gestion possible pour avoir doublé son capital le plus rapidement possible, par exemple. Et en fait, finalement, c'est pas la gestion des femmes qui est différente de celle des hommes, c'est surtout les inégalités des flux entrants, c'est les inégalités de salaire. Alors, et encore plus, les inégalités au moment de la retraite. Et on en parle actuellement beaucoup de la retraite et de toutes les manières de calculer les droits à la retraite. Et donc, on le voit bien, par exemple, dans la retraite dans le privé ou dans la retraite dans la fonction publique, le mode de calcul est différent. Donc, sur les retraites des fonctionnaires féminines ou des anciens salariés du privé, on va avoir des disproportions parce que le mode de calcul n'est pas du tout le même. Et donc, c'est plus là-dessus qu'il y a finalement des patrimoines qui sont très disproportionnés. Et finalement, en regardant bien pourquoi les femmes ont moins de retraite, c'est pas parce qu'elles ont moins gagné en fait, en salaire horaire. En fait, aujourd'hui, en ressources humaines, on le voit bien, on doit avoir à peu près les mêmes salaires à poste égal entre un homme et une femme. Alors après, on a un peu moins d'expérience parce qu'on a peut-être un peu interrompu, mais c'est pas ça. Pour la retraite, c'est vraiment cette partie d'interruption. Donc la grossesse, le congé parental, le chômage, qui fait que en fait, la carrière de la femme est assurée. Et donc, au moment de la retraite, effectivement, il y a un gap sur le calcul des retraites des hommes et des femmes. Enfin, il y a aussi quelque chose qui existe et qui fait que les femmes, au moment de la retraite, ont moins de revenus, ont moins de retraite, c'est cette réversion de retraite. En fait, aujourd'hui, la société fait que, auparavant, les personnes étaient mariées assez longtemps, les divorces étaient moins fréquents, le concubinage ne durait pas longtemps avant le mariage, et le Pacs n'existait pas. Aujourd'hui, alors les femmes vivent encore plus longtemps que les hommes, donc généralement, elles leur survivent. Et quand les couples sont encore ensemble au moment de la retraite, le niveau de vie de la femme survivante baisse énormément parce que si elle n'est pas mariée, elle n'a pas de réversion de retraite. Ou s'il y a eu plusieurs mariages, la réversion est partagée entre les épouses. Donc du coup, forcément, la femme perçoit moins et souvent a une précarité de fin de vie. Voilà. Donc cet aspect-là, les régimes matrimoniaux aussi font aussi des disparités entre les patrimoines des uns et des autres. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant sur la dernière question, la gestion bon père de famille, en fait, la femme, quand elle va avoir un portefeuille d'actions, par exemple,
elle arrive, alors globalement, à avoir une rentabilité qui est souvent supérieure à celle des hommes. Pas de beaucoup, souvent de 1% à peu près. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'elle va faire moins d'arbitrage, parce qu'elle a conscience des frais de gestion et des frais d'arbitrage. Et du coup, elle va plus penser toutes ses actions, elles seront peut-être un petit peu plus réfléchies, un petit peu moins immédiates. Et donc, du coup, elle va avoir finalement une gestion un peu plus performante. Merci beaucoup pour cette intervention vraiment riche d'informations. Vraiment merci. On va maintenant passer peut-être à un aspect complètement différent, mais est-ce qu'on peut parler, docteur Mazière, de complexe des femmes? Complexe des femmes? Est-ce qu'on peut parler de complexe par rapport à la vie professionnelle, par rapport à leurs demandes, par rapport à leur position? Moi, dans ma pratique, les gens parlent d'eux-mêmes de manière assez individuelle. Donc, la question de l'autre homme ou inversement femme n'est pas forcément en question. Moi, ce que je constate dans ma pratique, c'est qu'on a affaire à traiter des traumatismes qui remontent généralement à l'enfance, que ces traumatismes sont quand même liés à un système de domination au sein des familles, et que le fait qu'il y a quand même un déficit dans l'éducation. Je regardais par exemple, parce que en réfléchissant à tout ça, j'avais regardé, j'ai rentré sur Internet la phrase éduquer pour mieux protéger. Et j'ai regardé sur quoi, et je suis tombée sur un ouvrage sur l'éducation des enfants sur la voie publique. Comment se débrouiller dans la rue. Et ce qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'au niveau du système scolaire, les enfants ont des enseignements extrêmement bien programmés quant à leur comportement sur la voie publique, et que la loi qui avait décidé que les enfants aient droit à 3 séances par an d'éducation à la sexualité en 2001 n'est toujours pas appliquée. Donc on se retrouve avec un énorme tabou sur la question de la sexualité, qui a des conséquences graves après dans les relations de couple, parce que les femmes sont dans des positions d'acceptation et de soumission, qu'elles ont du mal à remettre en question. Et en parallèle, moi, ce qui me paraît fou, c'est que depuis l'avènement d'Internet, des enfants de l'âge de 12 ans sont confrontés à des images pornographiques, puisqu'on sait aujourd'hui que la moitié des enfants qui sont au CM2 ont tous vu des images pornographiques, et que notre société n'est pas capable de les protéger de ça. Et qu'on est à peine maintenant à prévoir un système de protection. Donc, on se trouve face à un énorme tabou sur la sexualité, énorme, et en même temps, les adultes ferment les yeux et laissent les enfants confrontés à des images qui, là, sont clairement sexistes, qui les amènent à avoir des pratiques sexuelles téléguidées, j'allais dire, par des fantasmes de domination. Et on voit bien que chez les adolescents d'aujourd'hui, statistiquement, il y a de plus en plus d'agressions de mineurs sur des mineurs, de violences, de viols, de mineurs sur mineurs. Et on peut quand même se poser la question de comment on protège notre jeunesse. Moi, je ne fais que ramasser, j'allais dire, en bout de course, les dégâts de tout ça. Voilà. Je vous ai fait une petite vision simplifiée de notre monde merveilleux. Mais voilà, il faut bien se dire qu'à 12-13 ans, faire une fellation aujourd'hui, ça s'appelle des prélis, des préliminaires. Donc c'est pour vous dire, c'est la phase préparatoire. Donc on est quand même dans ça aujourd'hui, et les enfants, les filles subissent cette dimension de domination, et les garçons, eux, subissent la pression de se dire, est-ce que je vais éjaculer suffisamment? Est-ce que je vais éjaculer assez souvent? Bref, une espèce de performance délirante qui ne correspond à rien de ce qui devrait être la sexualité aujourd'hui, quoi. On reste dans des trucs extrêmement archaïques que l'on reproduit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ou... Justement, merci beaucoup. J'ai plus de micro. Ah, voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci à toutes, parce que ça a été vraiment des débats riches, variés, extrêmement intéressants pour tout le monde et riches d'informations. Est-ce que dans le public, que je remercie beaucoup d'être venus aussi nombreux d'ailleurs, est-ce que dans le public il y a des questions? Alors la première, c'est toujours la plus difficile.
Attendez, je vous amène le micro. Oui, bon, d'abord merci parce que c'était vraiment très intéressant. Moi, c'est une question un peu technique. C'est par rapport au fait de quitter le domicile conjugal. Qu'est-ce que la personne encourt si elle quitte le domicile conjugal sans y être autorisée par le juge? Je disais, quel est le problème pour la femme, par exemple, victime de violence, si elle quitte le domicile conjugal sans y avoir été autorisée par le juge? Bon, moi, je vais répondre, puisque on voit, moi, je suis la directrice du CCAS et on a des fois affaire à ça. Sans être autorisée par le juge, je pense qu'elle risque pas grand-chose. En fait, on est aujourd'hui dans l'éviction du conjoint violent, sauf quand la dangerosité est avérée du conjoint, et donc on évite, en fait, on va mettre à l'abri la femme, parce que tout le monde peut comprendre que le conjoint peut revenir facilement s'il y a un danger. Et dans ce cas-là, on est plus dans la mise à l'abri de la femme. Et en fonction du niveau de dangerosité, tout dépend du lieu où on la met à l'abri. Mais normalement, elle risque rien. Si elle décide de quitter son domicile pour violence, il faut absolument qu'elle soit prise en charge. Il faut absolument passer par les procédures de dépôt de plainte et de justice. Mais je pense qu'elle risque rien. Je pense que vous avez en tête le fait de quitter le domicile conjugal, c'est ça? Et que ça pourrait se retourner contre elle comme un... Non, c'est fini, ça. Maître Haddad. C'est tout à fait terminé depuis la loi Sarkozy. Il n'y a plus de grief, sauf si on veut vraiment faire un divorce contentieux, auquel cas... Disons, si jamais elle partait en laissant ses enfants, ça pourrait être préjudiciable pour elle, par contre. Écoutez, je vais vous dire, par expérience... professionnelle, si elle part en laissant ses enfants, elle aura beaucoup de difficultés à les récupérer. J'ai eu quelques cas dans ma vie professionnelle et il y a eu beaucoup de difficultés pour récupérer des enfants. De la part des magistrats. Les magistrats n'acceptent pas ça. Y a-t-il d'autres questions ? Maître Haddad, cher Joël, donc tu as parlé des bracelets électroniques, mais alors il devait y avoir une multiplication dans notre 06 des téléphones grave danger. Hein, c'est-à-dire que chaque femme qui part dans ces conditions a un téléphone. Le problème, c'est qu'il devait être multiplié par 2, 3, 4, 10 le nombre. Tu sais à peu près où c'est que ça en est, là, pour ces histoires, hein? Alors moi, absolument pas. J'ai donné la position de la loi, j'ai indiqué ce que les magistrats peuvent faire, mais il est évident, et je l'ai dit, qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne, même si au commissariat, un seul reçoit les plaintes et les répercute sur les agresseurs et agressés. Non, c'est irréalisable. Je vais vous répondre, Madame Martelly, je vais vous répondre exactement. En fait, le problème, ce qu'on appelle les barres, donc les bracelets anti-rapprochement, il y en a 3 sur le département, et ça s'explique par le fait qu'effectivement, c'est pas pratique parce qu'il y a un premier cercle de contact et un deuxième cercle de danger. Et quand les 2 bracelets, les 2 cercles rentrent en contact, ça déclenche tout un dispositif auprès de la police. Donc, ils ont décidé de plus les donner parce que c'est pas pratique. Et des fois, c'est pas forcément l'auteur des violences n'a pas forcément l'intention de rentrer en contact avec la victime, mais ça arrive dans des villes comme Nice ou des grandes villes. Alors, le téléphone grave danger... Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les téléphones... Donc, ils ont décidé de plus trop les donner. Sur les téléphones grave danger, hier matin, le procureur de la République a dit il y en a beaucoup qui sont délivrés. On en a actuellement sur le territoire. Pour comprendre qu'est-ce qu'un téléphone grave danger, c'est-à-dire que la victime, quand elle l'appelle, il y a un bouton au milieu du 17, là, du change, et les policiers qui s'allument, ils débarquent tout de suite. Et ils sont en train d'en commander de mémoire encore 80 en fait sur le département. Ça fera 200 à peu près. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est la supériorité qu'ont les Espagnols vis-à-vis de nous. Exactement. Ils ont eu un nombre incalculable de téléphones grave danger pour voir comment ça se marque. Et du coup, eux, en quelques années, de 130 à 150 féminicides par an, comme nous avons nous en France, ils sont descendus à, je crois que le chiffre était 30 à 40. C'était très, très impressionnant. C'est en train de remonter, mais ça remonte partout en Europe. Ça, c'est encore autre chose. Alors, pour les téléphones, juste pour compléter, téléphones grave danger,
Ils sont donnés par les associations d'aide aux victimes actuellement. Donc il y a 2 associations d'aide aux victimes sur le département. Sur l'est du territoire, c'est Montjoie qui donne et Arpège sur l'ouest du territoire. Et donc c'est l'association qui mesure la dangerosité du conjoint et qui attribue le téléphone grave danger. Donc ça peut aller très très vite. Bonjour. Je vous remercie pour ces présentations qui ont toutes été très intéressantes. Et vous avez parlé de la représentation à l'école et de certains comportements. On le voit en tant qu'adulte au travail, on voit des comportements. Et quand on regarde un petit peu en arrière, ces comportements sont déjà présents à l'école. Je sais que par exemple, moi, mes enfants, la représentation, je crois qu'il y a une étude qui est sortie dans les livres de CP, 70% des personnages féminins font la cuisine et les personnages qui travaillent, qui font les métiers scientifiques, il n'y en a que 3% qui sont des femmes. Moi, je sais que dans l'école de mes filles, les classes, je dirais que 80% ont des noms d'hommes. Chagall, Matisse, Gauguin, je ne sais pas, parce qu'apparemment, il n'y a pas de grandes femmes, Picasso, il n'y a pas de grandes femmes peintres. Est-ce que quelque chose est fait pour sensibiliser au niveau local, dans les écoles, à ces questions-là ? Je peux répondre peut-être. Nous étions ce matin avec Julia Catanoso au lycée Pierre et Marie Curie où a été projeté le film La Terre des Hommes et suivi d'un débat. Et nous avons remarqué, quand j'ai demandé dans quelle salle se passait la projection, Julia m'a dit dans la salle Rosa Parks. Ah, j'ai dit, tiens, c'est intéressant ça. Et donc, le lycée Pierre et Marie Curie, ainsi que, je pense, le lycée Paul Valéry, ont dénommé leur salle d'après des noms de femmes célèbres. Rosa Parks, Frida Kahlo, Germaine Pelletier, qui y avait d'autres ? Ah ben, je te laisse continuer. Je trouve que c'est remarquable d'avoir enfin... Oui, mais pourquoi dit-on toujours Pierre et Marie Curie et pourquoi pas Marie Curie toute seule ? C'est... Ah, bien. Parce que la prix Nobel, c'était quand même Marie Curie. Voilà. Et la découvreuse du radium, c'était Marie Curie et pas Pierre. Oui, donc merci pour l'information. Effectivement, on a, nous, décidé de renommer nos salles phares. Alors ça, c'est... Bon, on l'a fait sur le long terme parce que l'idée, c'était de faire participer toute la communauté éducative, c'est-à-dire que chaque discipline choisisse des femmes qui pouvaient ensuite travailler en classe. Donc on a eu Rosa Parks, Olympe de Gouges, Madeleine Pelletier, Frida Kahlo, Zhang Zheni, Hélène Keller. Alors Simone Veil, on l'a pas mise parce qu'elle est connue déjà. En fait, sinon, en plus, je dis n'importe quoi. Notre labo d'histoire s'appelle les Sœurs Jacob, pour pas, parce qu'il y avait Simone Veil, mais il y avait ses sœurs aussi. Donc notre labo d'histoire s'appelle les Sœurs Jacob, donc elle est là aussi. Et vous avez tout à fait raison de parler de la représentation des filles et des garçons, des femmes et des hommes. Effectivement, dans tous les manuels confondus, il y a 15% de femmes. Et on compte les femmes représentées en train de faire la cuisine dans ces 15%. Donc, il n'y a que 15% des femmes dans tous les manuels en général. Et par exemple, il n'y a que dans les manuels de mathématiques. Là, je m'appuie sur les études du Centre Hubertine-Auclair, voilà, qui a une grille d'évaluation des manuels. Et en mathématiques, par exemple, il n'y a que 3% de femmes scientifiques qui sont citées dans les manuels de mathématiques étudiés. Donc, effectivement, il y a tout un travail à faire. Mais là où c'est difficile, c'est que les enseignants et les enseignantes sont allés à la même école que vous. Et c'est-à-dire que toutes les références culturelles sont à construire encore. C'est-à-dire c'est difficile de diffuser une histoire qu'on ne nous a même pas enseignée. Par exemple, la géographie du genre, moi, je l'ai apprise après, parce que je suis devenue formatrice sur ces questions-là. Les questions de citoyenneté à Athènes, par exemple, on s'appuie sur une définition d'Aristote, et citoyen ou citoyenne, celle ou celui qui participe à la politique. Mais en fait, ça correspond. Donc, on excluait les Athéniennes de la citoyenneté. Or, les Athéniennes pouvaient être privées de citoyenneté, donc elles étaient bien considérées par les Athéniens comme citoyennes. Donc, il y a tout
un filtre qu'il faut corriger en fait pour réintroduire les femmes dans l'histoire, dans la géographie, dans la littérature, dans les sciences. Et c'est un travail qui est en train d'être fait, puisque l'éducation nationale, depuis le Grenelle des violences conjugales en 2019, a décidé que c'était vraiment le socle de la lutte contre les violences, c'était la formation initiale et continue, l'enseignement. Et à ce titre, on est en train de former les enseignants, les enseignantes, les futurs enseignants, les futures enseignantes aux questions de lutte contre les discriminations et de la culture de l'égalité. Donc ça ne se voit pas encore, mais c'est en cours. Voilà. On voit qu'au niveau de... Pardon. Pour compléter ce que vous dites, c'est que par exemple, on a fait un café philo l'année dernière pour les femmes philosophes. Et je ne sais pas, vous en connaissez? Simone Veil. Oui, non, à part Simone Veil et Hannah Arendt, il n'y a que ces femmes-là. Oui, mais... Non, Simone de Beauvoir n'est pas considérée comme une femme philosophe. Elle est considérée comme une femme littérature. Or, ce que je voudrais dire, c'est simplement que la philosophie a été inventée par les femmes. La philosophie a été inventée par les femmes. Donc, et simplement, on a utilisé ensuite les philosophes, Platon, Socrate, etc. Mais eux n'ont fait que pomper ce que leur maîtresse ou leur inventé à l'époque. Donc c'est pour ça simplement, il y a toute une histoire qui est en train de sortir. Mais moi ce que je voudrais dire simplement... oui, mais après de toute façon les femmes ont toujours dirigé, donc il n'y a pas de souci. Moi simplement je voudrais vous livrer un peu une expérience de 47 ans de vie active, je dirais, à la fois du privé et du public. Je peux vous dire que les femmes en fait refusent la plupart du temps les propositions qu'on leur fait de promotion. Elles n'ont pas, elles ne sont pas prêtes. Enfin, c'est mon parcours. Dans mon parcours professionnel. En tout cas, j'ai 33 ans dans une grande boîte à Monaco, dans la plus grande, 5 ans à Paris, à Versailles, et 8 ans dans une collectivité. Donc, je peux vous dire simplement, parlons de la collectivité, ça part. Mais dans les entreprises, chaque fois qu'il y avait une promotion et qu'il était un homme, une femme, la plupart du temps, si on leur proposait, les femmes refusaient ou avaient peur de s'engager. Et il y a une mentalité, je dis quelque part, donc c'est vrai qu'il faut changer les mentalités depuis la petite enfance pour que la femme adulte, la femme qui se retrouve, je dirais, en position de managériale, donc leadership, puisse avoir confiance en elle. Et deuxième chose, c'est que ma belle-sœur se bagarre à Paris pour que les femmes entrent au conseil d'administration des grandes boîtes. Et elle me dit, Catherine me dit qu'elle a énormément de mal à recruter des femmes qui sont à un haut niveau parce qu'elles ont peut-être un goût de la vie différent. Est-ce qu'elles ont plus de sagesse que l'homme? Je n'en sais rien. Est-ce que donc, quand je dis goût de la vie, c'est-à-dire en fait de vivre de la vie, de joie, de plaisir, en fait, etc. Donc voilà, donc c'est cette mentalité-là qui fait en sorte, enfin c'est une expérience vécue, hein, donc c'est pas donc. Oui. Je vais essayer de vous donner mon éclairage. Après, chacun son avis. Je pense pas qu'elles ont peur d'accéder à ces postes-là. Enfin, du moins, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est qu'elles ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas faire 12 à 15 heures de boulot en entreprise sur des postes à haute responsabilité, rentrer, commencer votre deuxième journée, vous dormez jamais, quoi. C'est juste impossible. Donc elles ne se positionnent pas, ça je pense que vous avez entièrement raison, mais c'est pas par choix, c'est par obligation. C'est qu'on demande à ces dames-là de choisir, soit vous devenez mère de famille, soit vous êtes carriériste et vous choisissez votre carrière. Ce qu'on ne demande pas à un homme. Un homme, il mène sa carrière d'une façon ou d'une autre. Une femme, elle est obligée de composer. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que les choses évoluent, les choses changent, mais c'est pas qu'elles ne se sentent pas, c'est que jusque-là, elles n'en avaient pas la possibilité. C'est en train d'évoluer, je pense. Voilà. Alors, je voudrais réagir aussi sur ces propos, parce qu'on est à peu près de la même génération. Donc, effectivement, au niveau de la carrière professionnelle, nous l'avons sur la même période. Effectivement, moi, une femme,
qui ont évolué, quels que soient les domaines. Enfin, moi, je viens de la banque, hein. Donc domaine particulièrement, à mon époque, machiste. Alors, on proposait à peu de femmes, mais on leur proposait en général dans des circonstances ou dans des situations qui faisaient en sorte que elles étaient obligées de refuser. Ensuite, il y a aussi, et ça vient aussi de l'éducation, on y revient, hein, vous en avez beaucoup parlé là-dessus. J'ai eu une DRH au niveau de la Caisse centrale à Paris, qui avait eu un jour cette réflexion de dire lorsque je propose une promotion à une femme, la première question qu'elle pose, c'est est-ce que j'en suis capable? Lorsque je propose le même poste à un homme, sa première réaction, c'est de dire et après, c'est quoi mon évolution? Donc effectivement, la base aujourd'hui, c'est de faire apprendre confiance aux petites filles, dégenrer les métiers, et ça, je pense qu'il y a toute une réflexion aussi, enfin, il y avait un article sur la presse récemment là-dessus, sur les métiers et le genre des métiers. Et ce qu'on constate aussi, c'est que de plus en plus, quand un métier se féminise, enfin quand une profession se féminise, ou tout au moins qu'elle est attrapée par les femmes, les hommes la fuient. Donc là aussi, il y a une réflexion à avoir. Pourquoi est-ce qu'on retrouve des femmes dans certaines professions qu'on retrouvait il y a quelques années? Dans mon métier, les conseillers étaient essentiellement masculins. Et de plus en plus, c'est un métier qui se féminise. Et entre autres, le métier de la banque ne fait plus rêver les hommes. Alors pour en revenir à votre réflexion qui était juste peut-être à une époque, qui ne l'est plus, et encore une fois, nous étions très rares, les femmes à qui on proposait une promotion. Ce que l'on gagnait, on le gagnait à la force de notre travail, de notre implication, et il fallait démontrer 10 fois, 20 fois plus de compétences qu'un homme. Parce qu'à chaque fois qu'on nous proposait une promotion, la première question c'était est-ce qu'elle en a les compétences? Je m'arrêterai là, je serai polie sur le reste. Sur ce sujet, Françoise Giroud avait dit le combat sera gagné lorsque l'on verra une femme médiocre à un poste important. Pardon. Le risque aussi aujourd'hui, c'est que la parité, enfin l'obligation de parité sur des et ça vous le savez madame, il faut qu'il y ait le même nombre d'hommes et de femmes, voilà, etc. C'est que la mentalité est en train, pour les hommes, de se dire elle est à ce poste-là parce que c'est la parité, mais elle n'en a pas les compétences. Et là, c'est un problème supplémentaire pour les femmes. Alors, je parle encore une fois de promotion, etc. C'est qu'il faut encore démontrer qu'on est là parce qu'on l'a mérité. Oui, mais c'est pas grave. Elles y sont. Avant, elles n'y étaient pas. Et là, je suis d'accord. Et elles démontreront qu'elles ont j'ai les mêmes compétences, j'ai si ce été n'est une des les meilleures. premières C'est pour ça que je vous dis que cette loi est très puissante. Mais effectivement, parce qu'au moins, ça fait la première marche. Après, à chacun de faire elle a fait bouger les choses en entreprise. Oui, tout à fait. Tout à fait. Beaucoup, énormément. Je vous remercie toutes. Malheureusement, on va devoir rendre l'antenne parce que notre partenaire, donc Radio Fréquence Méditerranée, Jean-Luc Guizolfo, donc qui nous aide, nous assiste et nous suit toute l'année pour le Club Sort Optimiste de Menton, a des obligations. Et puis, je pense qu'aussi, il est temps de passer aussi à nos vies professionnelles et familiales. Mesdames, merci de votre venue. Merci infiniment de votre présence à toutes et bravo pour la richesse de ces débats.